Bienvenue, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, à votre émission du Rendez-vous de la lecture. Normalement, je devais revenir seulement qu'au mois de septembre, mais on m'a demandé d'animer une émission durant les vacances d'été. Fait que c'est à cette occasion-là que je vous reviens. On m'a demandé de présenter des suggestions de lecture estivale. Fait que je vais vous fournir certains sites qui parlent justement de lecture. Et le premier site que je vais vous citer, que je vais vous nommer, c'est le site de M. Claude Daigneault, qui va être un de nos invités cet après-midi. Claude a un site, et prenez-le bien en note. Il s'agit du site suivant: http LANORAY.42blog.com. À chaque semaine, à ce site-là, on vous propose des lectures pour des livres jeunesse. On vous propose des livres jeunesse. Donc, si vous êtes parent d'un enfant de 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, vous allez sur ce blog-là, vous regardez le choix qu'on vous propose, et puis vous dites, bon, mon enfant de 8 ans, mais je pourrais lui acheter ce livre-là, un de ces livres-là. C'est un site extrêmement bien fait, et puis à chaque semaine, il vous propose des lectures pour la jeunesse. Il faut oublier que Claude Daigneault, qui va être notre invité tout à l'heure, va publier à la fin d'août 2 livres. Un qui s'appelle À travers les branches, et l'autre, c'est un livre pour la jeunesse. Pour ceux et celles qui ont des tablettes, pour ceux et celles qui aiment lire, mais qui ne voudraient pas non plus dépenser une fortune et quart, eh bien, vous avez des sites qui proposent des livres numériques gratuits. Et parmi les sites qui vous proposent de ces livres numériques gratuits, il y a le site suivant: http beq.ebooks, gratuits.com. Donc, http://beq.ebooksgratuit.com. Donc, vous avez en plusieurs collections. Donc, vous avez des collections classiques du 20e siècle, collection à tout vent, collection libertinage, collection littérature québécoise. Donc, on a des Fréchette, Conan, Beaugrand, Aymon et d'autres. Collection philosophique, collection littérature d'aujourd'hui, et puis même ceux qui savent lire l'anglais, il y a une collection des livres en anglais. Vous avez également d'autres sites qui offrent des livres gratuits. Donc, celui-ci. www.livres.com. Donc, c'est www.livrepourtous.com. Il y en a un autre aussi, toujours des livres gratuits de qualité. http ça s'appelle livre numérique
gratuit.wordpress.com. Donc, je vais répéter, c'est http LIBRES NUMERITUES GRATWORDPERS.com. Puis il y a la Fondation, un autre site qui est très important, qui est très intéressant. Puis ça pourrait être très utile à ceux qui aimeraient commencer à écrire des romans, qui ont le goût d'écrire un roman qui pourrait être distribué gratuitement via une maison d'édition qui s'appelle Fondation Fleur de Lys. Et l'adresse Internet pour cette fondation Fleur de Lys, c'est www.libreslib.com. Donc, cette fondation Fleur de Lys, si vous écrivez un roman ou un livre quelconque, vous soumettez ça à la fondation, et voyant la qualité de votre œuvre, ils peuvent vous suggérer trois voies. Voulez-vous que votre livre soit sur papier et électronique avec prix, ou encore, si vous voulez avoir un livre électronique payant ou un livre électronique gratuit. Ce que je vous propose, c'est des livres gratuits. Ah, il y a aussi un autre élément. Vous pouvez aller sur Planète Québec. Donc, vous allez sur Google, vous faites Planète Québec, et là, quand vous ouvrez le site de Planète Québec, vous allez cliquer sur Louise Turgeon. Louise Turgeon nous propose à chaque jour des livres d'auteurs étrangers, d'auteurs québécois, pour les adolescents et puis pour les jeunes. Donc, Planète Québec, vous cliquez sur Louise, une fois que vous êtes là, Louise Turgeon, et là, vous regardez qu'est-ce que Louise Turgeon, à chaque jour, quel roman, quel livre elle vous propose. Ça, c'est sur Planète Québec. Il y a un choix très varié. Et maintenant, je veux vous parler d'un livre. En Canada dans la Nodière. C'est un livre d'artiste, au-delà de 360 pages. C'est un livre qui a été lancé à la Maison Lacombe le 29 juin dernier. Ce sont les éditions Création Belle Arte, propriété de Ginette Trépanier, qui a conçu ce livre-là, fort bien fait. Ce livre-là a aussi un aspect pédagogique parce que c'est un livre qui fait appel non seulement à 16 auteurs lanaudois, mais également à des jeunes des centres jeunesse de la Naudière. Ces jeunes ont photographié différentes municipalités. Donc, dans chacune des municipalités, parce qu'il y a 22 municipalités, 16 auteurs, fait que dans chacune des municipalités visitées, vous avez des photographies faites par des jeunes. Ce livre-là, en plus d'être qui met en vedette un peu l'aspect pédagogique aussi, parce qu'il s'agit de contes. Il s'agit de 16 contes écrits par des gens de la région, comme M. Claude Daigneault, que nous allons recevoir tout à l'heure, a publié un conte sur l'Honoré. D'autres, il y a Claude Daigneault, il y a Alice Lachance, il y a Donald Allary,
dans la galerie Claude Daigneault, que nous avons reçu à notre plateau. Également, Ginette Trépanier elle-même, que nous avons déjà reçu ici. Donc, ce sont tous des gens. Il y a M. Régent Olivier qui a écrit, Dorothée Lee, puis encore d'autres personnes de la région, Mme Louise Plante aussi. Donc, nous avons, si je peux vous montrer, il y a eu, bien entendu, il y a Berthier-Vel. Ça, Berthier-Vel, mais ça a été écrit par moi. Berthier-Vel et Saint-Lambert de Berthier. Donc, je suis un des 16 écrivains qui paraît là-dedans avec un conte. Que faites-vous, Catherine? Donc, on parle de la chapelle de Cuthbert et du Pont-Grandchamp notamment. Bon, chacun, on a une présentation ici, il y a un poème, il y a des descriptions de Berthier-Vel, comme en ce qui concerne Saint-Lambert de Berthier, il y a la même chose, il y a également des pages qui nous disent la description de ce qu'on peut retrouver dans Sainte-Geneviève de Berthier. La même chose pour toutes les autres municipalités. Donc, c'est vraiment des contes. Puis ces contes-là contiennent des éléments qui peuvent servir d'éléments pédagogiques. Donc, vous avez des belles pages, vous avez ça, puis à l'intérieur, bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez des photographies, vous avez un résumé vers la fin des personnes qui publient là-dedans. Et puis, en plus des poèmes, de la description, il y a des photos, il y a des estampes et bien entendu des contes. Et c'est la Fondation Claude-Édouard Étu qui finance en grande partie la publication de ce livre. Fait que, il s'agit du tome 1. Si vous voulez remarquer ici, là, c'est le tome 1. Donc, l'année prochaine, semble-t-il, il va y avoir le tome 2 de la suite de En connotant dans l'Anaudière. Donc, c'est un livre qui se vend 30 $ à la librairie René Martin. C'est un livre de photos, un livre vraiment très bien structuré, vous allez le voir par vous-même. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voulez savoir, bon, il y a Crabtree, il y a Saint-Félix de Valois, mais ça va par ordre alphabétique. Donc, on commence par Berthierville, après ça, on s'en va à Crabtree, après ça va être plus loin, ça va être les îles de Berthier, Saint-Ignace, puis l'île du Port, puis plus loin, mais ça va être Charlemagne, ça va être par ordre alphabétique. C'est un livre que je vous propose, c'est un livre d'artiste, puis en même temps, vous faites œuvre, vraiment, vous allez apprendre des choses, sans doute, vous allez apprendre des choses sur d'autres municipalités de la région. Puis, sans compter, vous allez pouvoir jouir de la lecture des différents contes qui s'y retrouvent. Donc, Ginette Trépanier, donc, les éditions Création Bellartin, bien, nous produit encore un livre de qualité. Maintenant, il y a des choses à surveiller. Donc, là, on a parlé de lancement de livres. On va parler de lancement de livres, justement. Donc, je vous parlais tout à l'heure des 2 livres de Claude Daigneault. Le visiteur est à travers les branches. Donald Allary, que nous avons reçu ici à notre studio, il va publier à la fin de l'été un recueil de poèmes qui s'intitule « À domicile ». Vous avez Raymond Baudouin. Raymond Baudouin, elle écrit son premier livre qui s'intitule « La vie dans les camps de bûcherons au temps de la Pitonne ». Nous allons recevoir cette personne-là en septembre prochain sur ce plateau. Nous avons reçu également sur notre plateau ici M. Claude Herbloin. Il va faire paraître un recueil de nouvelles au cours de l'automne. Marco Geoffroy, que nous avons reçu ici également à notre studio, il va publier aux Écrits des Forges un nouveau recueil de poèmes intitulé Barbare Blues. Barbare Blues, c'est extrêmement un bon poète. Il y a Estelle Veillette,
qui vient de publier Isabelle, son arbre de vie. C'est le récit romancé d'une personne qui souffre de la fibromyalgie. Donc, c'est romancé, mais le courage d'une personne qui souffre de fibromyalgie. Autre événement à suivre, non seulement le lancement de livre, mais il y a d'autres événements. Il y a le petit musée de l'église de l'Île-du-Fort. On y présente de la Vérandrie, qui est le grand découvreur de l'Ouest canadien. Il va y avoir un four à pain extérieur en construction, toujours à l'Île-du-Fort, qui sera normalement prêt pour fin juillet. À Nonneray, il y a les péchés mignons et finalement des concerts le long du fleuve. Il y a la chapelle de Cuthbert, il y a les expositions. Et concernant les expositions, il y a celle de Mme Ginette Trépanier, qui va présenter des livres d'artistes et également des toiles faites par des artistes du lac Mégantic. Donc, on entoure le 10 août, et puis ça va être une exposition qui va rester du 10 août au 1er septembre. Donc, une exposition à voir de façon très importante. Donc, c'est à peu près les éléments à surveiller. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Bon, bienvenue, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Comme mentionné dans l'introduction, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau, parce qu'il est déjà venu sur le plateau, je vous présente M. Claude Daigneault. Bonjour. Bonjour, Claude. Bon, vous vous rappelez que Claude, c'est un homme originaire de Sherbrooke, qui a été scénariste, qui a travaillé pour Téléfilm, pour Télé-Québec, qui a été journaliste au niveau international, fait des voyages. Et puis, en plus de ça, il y a eu une maison d'édition. C'est un écrivain. Justement, je vais en parler. Peux-tu nous parler un petit peu de ta carrière d'auteur? Ah, c'est... Comment je dirais ça? J'ai publié mon premier livre en 1993. J'étais encore journaliste à l'époque et puis j'ai été appelé par la maison d'édition de Louis-Philippe Hébert, qui était un éditeur très en vogue à ce moment-là, et qui voulait que je fasse des petits livres humoristiques à partir d'articles de journaux que j'avais ramassés pour en les publier en petites chroniques. Alors, on a publié 3 petits livres comme ça, qui étaient vraiment des petits trucs. Bon. Et puis, à partir de là, je lui ai apporté un premier roman. Il a été très intéressé. Il l'a publié. J'ai commencé à lui dire, bien, écoutez, moi, j'ai des choses. Et il a publié plusieurs de mes livres jusqu'en 98, où j'ai commencé à demeurer plus dans la Naudière et que j'avais moins de temps de courrier à Montréal. Ouais. Mais à ce moment-là, j'avais publié Les Fraises Canoc, qui était un roman sarcastique et humoristique sur l'avenir du Québec dans les années 2100. Ah bon? Pas 2000, 2100. Ça fait que là, je vais être mort, personne ne va pouvoir rien me reprocher. Et grâce à lui, j'ai pu publier mon plus beau roman, à mon avis, mais en tout cas, L'enfant qui rêvait d'être un arbre, qui est un roman sur l'enfance d'un jeune garçon durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai publié moi-même mes livres, j'en ai fait publier ailleurs. Là, je suis rendu à un total de 16, je pense. Ça va être J'ai 2 livres qui sortent prochainement, à la fin d'août. Oui. Si je calcule bien, ça va être mes 15 et 16e livres.
15e et 16e livre. Ouais, ouais. Il y a quand même des livres que j'ai beaucoup appréciés. Ces petites vengeances deviennent grandes. Ah oui, ça, c'était le premier que j'ai publié ici. Ben, je demeure à Lanoraie, donc j'ai publié à Lanoraie. C'est un recueil de, comment dire, de nouvelles ironiques, sarcastiques, humoristiques, Oui. mais sous le thème de la vengeance. Mais c'est pas un livre méchant, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang, il n'y a rien de ça. Sauf que je montre comment on peut se venger de quelqu'un qui nous a fait de la peine ou qui nous a un petit peu fait mal dans la vie. Et j'ai eu beaucoup de succès avec ce livre-là parce qu'il y a 2 courts-métrages qui ont été faits avec 2 de ces histoires-là. Ah bon? Et il y en a un des films qui a fréquenté beaucoup les festivals, puis il a même gagné un prix. Alors, il y avait un bon réalisateur. Il y avait un bon dire. ami. Vous avez quand même aussi, au niveau des déesses, là, comment ça s'appelait déjà? Ah, mais le culte des Le culte des déesses. oui. Alors ça, j'avais créé un personnage de ce qu'on appelle un adultolescent, un jeune homme qui est resté dans l'adolescence, mais qui est adulte, puis qui ne sait pas où se brancher et tout, et qui s'accroche à une vie de coq en pâte chez sa mère, qui voudrait donc se débarrasser de lui. Et finalement, elle va y parvenir, mais c'était à la fois tragicomique. Ça, et c'était suivi par une suite qui s'appelait Le courage du mouton. Oui. Et ça, c'est le même personnage, mais qui, après plusieurs efforts, finit enfin par se prendre en main et à changer et à devenir adulte. Alors, mon adolescent devient adulte, il arrive à 30 ans, là, il serait le temps qu'il le fasse. Et puis, il marque ça, ce passage-là, en venant vivre à Berthier. Ça se termine qu'il vient vivre à Berthier. Et qui, bon, ben, je ne donne pas le punch, là, mais il a réussi à progresser dans la vie. À devenir de l'adolescence à l'âge adulte. Oui. À l'âge adulte. Vous avez écrit aussi un livre éminemment d'actualité jusqu'à un certain point. Ça s'appelle Une fille, ça ne pleure pas. Ah oui, ça, c'est un essai que je faisais sur les... je voulais faire un roman policier. Je suis un maniaque de romans policiers. Ben, je suis un maniaque d'à peu près toutes les littératures possibles, bien possibles. Mais je voulais écrire quelque chose qui soit différent des autres romans policiers. Et ça se passe aussi dans la Naudière. À quelque part, à Lanoraie. Je ne pourrais pas dire... Enfin, ça se passe à Lanoraie, mais pas dans c'est pas en pleine ville, c'est plutôt dans la campagne. Et ça se passe à l'époque de la crise du verglas. On en avait eu une ici à Berthier, avant celle de Montréal. Alors, moi, je vivais à Montréal, par exemple, quand la crise du verglas est arrivée. Puis, je n'ai pas pu venir rester à ma maison de Lanoraie parce qu'on ne pouvait pas se rendre. Je suis resté à Montréal. Mais j'ai donc raconté, c'est l'histoire d'un meurtre, mais ça ne commence pas par un meurtre. J'ai fait un truc qu'Agatha Christie avait suggéré dans un de ses livres, et c'était Hercule Poirot qui parlait, et qui disait « Les vrais romans policiers ne devraient jamais commencer par un meurtre. Il faudrait qu'on explique jusqu'à la fin pourquoi arrive un meurtre à la fin. » Et ça serait ça, la vraie histoire d'un roman policier. Alors, j'ai relevé le défi de Hercule Poirot, et j'ai écrit un livre où le meurtre se produit dans le tout dernier quart du livre. Et la solution finale nous est révélée dans les dernières pages. En tout cas, je l'ai lu. C'est un livre que j'ai lu avec un immense plaisir. Ah, c'est gentil, vous merci. Maintenant, toi, en plus, actuellement, là, tu fais des scénarios? Non, je suis analyste de scénario. Analyste de scénario. Tu écris. Tu as un blog. Un blog où on parle semaine après semaine
de livres qui sont parus pour l'enfant, là, pour disons, différents âges. Je me demande où tu prends le temps de, justement, là, de concilier tout ça. Là. Ben, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Quelqu'un m'a demandé la même question il y a une semaine en m'offrant de lire des scénarios. Ah, bon. Et je dis, ah, ça se peut pas, j'ai pas le temps, mais en tout cas, je peux pas refuser. Bon, alors, j'ai dit, écoutez, madame, oui, d'accord, mais j'aimerais que vous compreniez que quand je rencontre ma femme dans le corridor, elle m'appelle monsieur maintenant parce qu'elle n'est pas sûre qui je suis. Elle dit, ça me fait penser à chez moi. Elle dit, mon mari me dit madame. Alors, bon. Mais est-ce que je suis un gars très organisé, mais je crois que j'ai peut-être trop vu grand, là. Ah, ouais. J'ai écrit cette année, pas cette année, enfin, disons dans la dernière année, j'ai 2 livres qui vont sortir, mais dorénavant, c'est obligatoire. J'ai parlé à 2 médecins. Il va falloir que je mette la pédale douce parce que je n'ai plus 22 ans. Et puis, il va falloir que même si je suis très organisé, c'est trop stressant à la longue. Alors, il va falloir que j'abandonne des éléments. Oui. Maintenant, on va parler justement, tu parlais de 2 livres qui vont paraître là, bientôt. Un, c'est un livre d'enfant. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, c'est le quatrième de la série Pyro et Glucosine. C'est-à-dire, Pyro, c'est un dragon, puis Glucosine, c'est une petite sorcière qui a le malheur d'être boulotte et puis qui n'aime pas qu'on rit d'elle. Et bon, c'est des livres comiques pour les tout-petits de 5 à 8 ans à peu près. On peut lire ces livres-là aux plus jeunes aussi. On a fait le test et puis les plus jeunes à 4 ans, 5 ans, là, même s'ils ne savent pas lire, ils embarquent beaucoup dans l'histoire. Donc, c'est une aventure, ça s'appelle Le Visiteur. Et Le Visiteur, c'est un personnage qu'on ne fait que découvrir dans le milieu de l'aventure. Ouais, ouais. Et ça a toute une portée, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des gens différents qui arrivent dans notre environnement. Ah, non, Parce qu'ils peuvent être très utiles et très efficaces aussi. Très efficace. Donc, encore une fois, un livre d'enfant. Et je me permets, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que je voudrais attirer votre attention que si vous avez encore une fois des enfants de l'âge de 3, 4, 5, 10 ou 11 ans, vous allez sur http Lanoreille, LANORAY1.42blog.com. Et là, c'est le blog de Claude qui, à chaque semaine, nous propose des lectures de jeunesse, selon les âges aussi. Donc, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans ou 12 ans, c'est des livres qu'il lit, qu'il résume et qui donnent, disons, le goût, peut-être à certains parents, d'acheter ces livres-là. Si vous avez un enfant de 8 ans, bien, hop, vous le gardez. Ça, c'est pour 8 ans et plus. Donc, ça peut vous donner des suggestions pour l'été. Bon, maintenant, à la fin de la parenthèse, on revient à toi. Là. Oui. Ton deuxième livre, tu vas l'écrire en partenariat avec Mme Michèle Dion. Oui, c'est une auteure de Sherbrooke, mon patelin natal, et nous ne nous connaissions pas du tout, mais petit à petit, elle avait écrit un livre, puis j'en avais fait la critique, puis bon, c'est une longue histoire, donc on va passer par-dessus, mais on s'est connus à cause de ça, parce que j'avais fait la critique du livre sur mon blog, et on s'est découvert des liens. Et pourtant, on restait à quelques rues seulement, là, dans le style 3 rues de chez nous, et on ne se connaissait pas du tout, du tout. Mais j'ai appris qu'elle avait été à l'école avec ma sœur, qui m'a confirmé. Bon, alors on commence à correspondre ensemble, et puis à un moment donné, je lui parlais de mes arbres, parce que je vis sur une presqu'île où c'est plein d'arbres, et elle me parlait des siens.
Et je lui fais une blague dans un courriel en disant, mais on pourrait écrire un livre sur nos arbres, ils pourraient se parler. Puis ils pourraient se parler, que vous voulez-vous dire? Ben, imaginons que nos arbres ont une façon de communiquer. Alors, moi, je faisais une blague. Et elle a pris au sérieux. Et elle m'a répondu, c'est une magnifique idée, c'est formidable. Mais je réalise, je suis tellement naïf. Vous faisiez une blague. Et là, j'ai dit oui, mais j'ai pas eu le courage d'être méchant. J'ai dit, pourquoi on ne l'écrirait pas? Essayons-le. On pourra donc mourir en paix dans 100 ans, puis se dire, on a réussi à le faire, ce livre-là. Ça nous a pris 3 ans. Parce qu'on écrivait à notre rythme. Elle est légèrement plus âgée que moi. Elle a de la parenté malade. Elle fait beaucoup, elle aussi, de bénévolat obligatoire. Ouais, ouais. Et puis, on s'écrivait, on s'inventait des histoires. Et petit à petit, notre vie commune, chacun, moi à Lanoraie, avec ma femme, et elle à Sherbrooke avec son mari, ben, il y a beaucoup d'histoires qui se sont entremêlées. Et ça a donné, c'est un livre de lettres, dans le fond. Ils se parlent, c'est-à-dire ils se parlent par message. J'explique tout ça Oui. avant le punch final. Et puis, c'est notre vie qui transparaît, mais on l'a fait comme un livre que je dirais pour tous. C'est-à-dire les enfants du primaire, secondaire, à partir, disons 10-11 ans, vont certainement être intéressés à ça. Mais en même temps, c'est un livre qu'on a fait lire à des adultes, et des adultes ont trouvé ça très amusant. On ne fait pas dans le drame, on fait plutôt dans l'humour et, bon, la beauté des sites. C'est un livre un peu écolo, là, je ne m'en cache pas. Là. À l'époque où on parle de tuyaux dentaires qui vont nous apporter du pétrole et du gaz de schiste dans nos terres agricoles, nous, on pense à un terrain plus agréable à vivre. Oui, plus agréable. Donc, c'est un livre qui peut s'adresser un peu à tout le monde. Oui, adolescents, adultes. Et puis, comme tu dis, peut-être cet aspect un peu écologique, un peu. Donc, peut-être, je soupçonne que dans ce livre-là, se développe un grand respect pour les arbres. Oui, beaucoup. Moi, je suis un maniaque des arbres, c'est mes bébés. Quand il y a une branche cassée ou pourrie, vite, je coupe ça avec mes sécateurs. Je m'occupe d'eau. De les faire vivre, si je peux dire. Quand il y en a un qui commence à faiblir, je lui mets de l'engrais, je l'aide, puis je leur parle. D'accord. Alors ça, on se parle, les arbres, puis moi. Non, mais il reste quand même que je soupçonne, parce que moi, c'est peut-être un peu de la même façon, la nature et nous, on forme un tout. Pour moi, c'est un tout. Les animaux, la végétation, c'est un peu nous aussi. Je sais que toi, au niveau écologique, tu as une position très, très marquée. Très radicale. Bon, donc, téléspectateurs, bien, encore une fois, là, surveillez la pollution, surtout à la fin août. Hein? Les 2 livres vont paraître à la fin août, oui. Un c'est avec Broquet. Hein? Oui, les éditions Marcel Broquet, c'est lui qui s'occupe de la distribution. Et puis le livre pour enfants, ben, ça va être probablement moi qui va être obligé de m'occuper parce que la maison de distribution qui s'occupait de mes livres a fermé ses portes. Et puis, bon, c'est quand même triste. C'est très triste. Beaucoup d'écrivains, c'est surprenant, mais beaucoup d'écrivains perdent énormément d'argent à cause de cet élément-là. Écoute, moi, tout ce que je peux te souhaiter... Ah oui, encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais du blog, mais vous avez aussi sur YouTube, hein? Oui, ben, pas sur YouTube, sur Facebook. Facebook, m'excuse, sur Facebook. Oui, je vais souvent sur Facebook, j'ai un site et puis je corresponds avec des gens. Je mets des nouvelles même sur ça, je fais beaucoup d'humour. D'accord. Et de politique. Moi, ça, c'est normal.
même si tu dois ralentir, comme tu disais tout à l'heure, là, tu penses qu'à un moment donné, il va falloir, comme tu disais, ton médecin, mettre le pied sur le frein un petit peu. Est-ce que tu as quand même d'autres projets d'écriture? Je ne vais pas me vanter, là, mais j'ai des classeurs de projets. J'ai écrit des synopsis de romans, de nouvelles, de contes depuis 25-30 ans. Mais à l'époque, je n'écrivais pas, j'étais journaliste. Exactement. Alors, je prenais des idées, je les écrivais, je les tapais à la machine dans ce temps-là, je n'avais pas d'ordinateur, et j'ai tout conservé ça. Mais c'est comme du gazon, hein? Rendu à l'automne, il est jaune, puis il est plus beau. Les idées, si on ne les utilise pas, elles finissent par... Alors, c'est un sérieux travail que de tout repasser ça. J'ai des carnets, là, pleins. Et ça va être pour 2015. Faire le grand ménage. Faire le grand ménage, puis après ça, décider... Ben, je sais qu'il y a quelques bonnes idées, là. Ah, bon. Ils étaient tellement bonnes que je les avais jamais utilisées, puis d'autres personnes ont eu les mêmes idées que moi. Ah, bon. Donc, c'est en 2015, là, c'est vraiment... Oui, là, c'est le grand déménage, le grand... nettoyage. Le grand nettoyage, oui, c'est ça. Et puis là, peut-être qu'à ce moment-là, on dit, mais non, oui, cette idée-là, je vais la travailler, puis je vais en faire un livre. Oui. Mais comme je suis le seul financement derrière mes livres, à partir de maintenant, heureusement qu'il y a des façons maintenant de publier moins exigeantes, moins dispendieuses, et puis que je pense qu'on va pouvoir s'en sortir, j'espère seulement. En tout cas, tout ce que je vais te souhaiter, c'est que dans tes 2 livres, celui que tu vas paraître en fin août, donc à travers les branches, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. À travers les branches, À travers les branches, avec Mme Michel Dion, Marcel Broquet, et puis l'autre, l'histoire, que tu puisses connaître un très vif succès. Donc, une chose certaine, c'est que tes 2 livres, je crois que je vais les lire avec plaisir, comme j'ai lu avec plaisir les précédents. Et je te souhaite de réaliser tes rêves et puis surtout d'essayer de vivre tout en ayant ce frein, mais en ayant ces idées de publier, de continuer à publier. Oui, mais là, je voudrais vivre la retraite d'un écrivain, c'est-à-dire écrire, mais prendre aussi la vie du bon côté. Prendre du bon côté. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, Louis-Marie. Ça fait plaisir. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, voici de nouveau. Et là, notre deuxième invité, c'est quelqu'un que vous connaissez beaucoup, que vous voyez assez régulièrement à CTRB TV. Je vous présente Alain Benhumeur. Bonjour. Bon, bonjour Alain. Bon, il y a des aspects, Alain m'a envoyé son curriculum vitae, puis il y a eu des choses qui m'ont appris à mieux connaître Alain. Donc, en 1978, il reçoit son diplôme en lettres du collège de Joliette. Et dès 1978, il devient journaliste à l'écho de Berthier-Louisville, poste qu'il va occuper jusqu'en 1994. Un fait qui était souligné pendant cette période où il était journaliste, il a rapporté, je crois, un premier prix. Parle-nous du prix que tu avais rapporté à ce moment-là. Au début des années 80. Bien, moi, j'aime ma région. Enfin, je trouvais ça le fun de travailler dans un journal régional. J'aurais peut-être pu aller à Montréal ou ailleurs, mais en tout cas, j'étais bien chez nous, puis j'aimais travailler chez nous. Et à un moment donné, il est arrivé, bon, évidemment, dans plusieurs années, au fil des années, il arrive des crises économiques. Il y en avait une entre autres,
et qui avait provoqué évidemment un gros remous dans Berthier, notamment la fermeture de la distillerie Melchers. Moi, mon père travaillait à la distillerie à cette époque-là. C'est un des derniers qui a quitté l'usine lorsque la porte s'est fermée pour la dernière fois. Et j'avais pensé organiser une série d'entrevues sur la crise économique en général. Ça durait peut-être 8 ou 10 semaines. Une page par semaine dans le journal. On parlait avec les commerçants, avec les gens qui perdaient leur emploi, le problème qui était survenu au niveau de la distillerie Melchers, etc. Et j'avais soumis cette série de reportages-là à la réunion annuelle là, des hebdos régionaux à l'époque. Et lors de évidemment, c'était comme un concours. Et en bout de ligne, je m'étais rendu à Jonquière là-bas parce que j'étais dans les finalistes au niveau du prix. Et finalement, j'ai remporté avec cette série de reportages-là le premier prix dans la presse hebdomadaire régionale sur cette série d'articles-là. Donc, j'étais le prix Desjardins qui appelait à l'époque. Et je suis revenu avec le trophée chez moi. Et c'était un bel honneur. Puis je pense que ça rendait aussi hommage à... C'était une espèce d'hommage aussi à ceux qui avaient de la difficulté dans cette crise-là. Je la partageais avec eux autres. Il arrive un événement en 82, la mort de Gilles Villeneuve. Ça, je crois que ça a été une date importante dans ta vie. Oui, bien évidemment, j'ai beaucoup de choses à partir de 1978 qui sont un peu reliées à la carrière de Gilles Villeneuve. Moi, je suis arrivé au journal L'Écho en 78, à temps partiel. J'ai fait les sports. Durant l'année, la personne qui faisait les nouvelles générales a décidé de rester en vacances, de ne pas revenir. Donc, on m'a demandé si je voulais prendre sa place. J'ai dit oui. Donc, c'était après un feu roulant là, jusqu'à 1994. Et évidemment, pendant ces années-là, 78, Gilles arrive en F1. 79, c'est sa meilleure année en F1. J'avais même convaincu mon journal, même si on est un journal régional, j'ai dit, je suis prêt à prendre l'autobus pour aller voir la dernière course de l'année qui était à New York, dans l'État de New York, à Watkins Glen. Fait que mon patron m'a dit, OK, on va te payer le billet d'autobus. Fait que j'étais parti en expédition. On avait pris des photos là-bas et Gilles avait gagné cette course-là. Malheureusement, juste la course avant, il avait pas gagné celle-là. Donc, il perdait le championnat par 2 ou 3 points cette année-là. C'était quand même exceptionnel. Il y avait d'autres gens de Berthier qui avaient fait le voyage en autobus. Et donc, tout au long de ma carrière de journaliste, j'étais toujours rattaché à ce qui se passait avec Gilles. J'ai poursuivi en 81. On va arriver à 82 quand Gilles décède. En 81, je suis toujours au journal. Je fais du bénévolat avec le comité des loisirs à Berthier. Et je convainc ma gang. J'ai dit, on devrait faire une expo pour... On a quelqu'un d'extraordinaire qui est Villeneuve. Donc, moi, je vous suggère de faire l'expo Berthier-Villeneuve. Ça faisait Berthierville, ça faisait Villeneuve. On a organisé ça avec le comité des loisirs. C'était la dernière fois, dans le fond, qu'on a souligné le talent de Gilles à Berthierville avant son décès. Ça s'est passé là. Et Gilles est arrivé, j'en parlerai tantôt. J'en parle dans le livre, j'ai un chapitre là-dessus. Mais Gilles était venu à Berthierville. C'était en septembre. Et à l'époque, le Grand Prix du Canada était au mois de septembre. Donc, il était venu dans la semaine du Grand Prix, le mercredi soir, à Berthierville. C'était à l'Arena. Et il y avait 300-400 personnes là, pour l'accueillir. Tout ça nous a emmené quelques mois après. On était au mois de mai. Et je suis toujours au journal. Et là, je reçois un appel téléphonique très tôt le matin d'un journaliste de Montréal qui me dit « Monsieur Bellimare, savez-vous la nouvelle? » J'ai dit « Non, je viens de me lever. » Fait qu'il dit, Gilles Villeneuve vient d'avoir un grave accident lors des essais en Belgique. Il est pas entre la vie et la mort. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? On descend de Montréal, vous connaissez les gens, on veut bien vous interviewer. Et à partir de là, c'était un feu roulant. Je me suis retrouvé impliqué dans l'organisation des funérailles. Le maire de l'époque à Berthierville, M. Jules Guévremont, m'avait téléphoné peu de temps après ce premier téléphone-là.
et avait dit, Alain, on organise un comité de crise pour gérer les funérailles. Ça devrait être à Berthier, dès qu'on a su là, que Gilles était vraiment décédé. Et si tu veux te donner un coup de main au niveau de la presse écrite, M. Gilles Tessier va s'occuper de la presse électronique, un autre s'occupait du protocole, etc. Parce qu'on savait, là, on venait comme de s'apercevoir que Gilles Villeneuve, oui, c'était nous autres, Gilles, c'était gros, c'était une vedette, mais là, on venait de s'apercevoir que c'était une grosse vedette. C'était vraiment planétaire. Et à cette époque-là, les médias étaient beaucoup moins forts qu'aujourd'hui. Les nouvelles étaient beaucoup moins rapides. Il n'y avait pas de chaîne en continu. Donc, on écoutait CKC à la radio pour les nouvelles concernant l'accident de Gilles. Fait que c'était pas la même chose, mais c'était un événement là, comme... On ne souhaite pas que Berthierville le revive, là, non. mais c'était incroyable l'ampleur que ça avait. Je crois que le premier ministre du Canada était venu, hein, je pense. Ça, c'était tellement drôle parce que on recevait, on était à l'Arena, je me souviens encore, presque comme c'est hier, on était à l'Arena, il y a le petit bureau du gérant, assis sur sa chaise, il y a Jody Scheckter, qui était l'ex-coéquipier de Gilles l'année 2 ans avant. Jody Scheckter courait pour Ferrari. M. Ferrari était trop affecté pour faire le voyage à Berthierville pour les funérailles. Il y avait délégué, il y avait quelques membres de Ferrari qui étaient là, mais il y avait délégué Jody Scheckter pour le représenter. C'est un chic monsieur. Et Jody était assis dans le bureau de Gabriel Roberge. Puis il parle au téléphone avec Enzo Ferrari en Italie pour régler les détails des funérailles. Gilles est exposé au Centre culturel, qui est aujourd'hui la bibliothèque. Exactement, est exposé là. Et on sait qu'il va y avoir plein de monde. Il y a effectivement eu plein de monde. C'est un événement incroyable. Mais c'est tout ça, quand ça a été fini, que c'est ceux du comité, le maire de la ville, tout ça, on a dit, oh, oui, Gilles, c'était notre gars de chez nous, c'est le gars de chez nous. C'est gros, il faudrait faire de quoi pour pas qu'on l'oublie. C'est là, le musée, l'idée du musée n'est pas venue tout de suite. Il y a eu un parc, il y a eu un bronze, une grandeur nature de Gilles qui était installé dans le parc, tout ça. Et quelques années après, il y a eu le musée. Il y a eu le musée. Ça, je me souviens, le parc, le long du fleuve. C'est ça, en bordure de l'eau. Bon, le musée, par exemple, vous avez eu des partenaires pour le musée. Hein? Si je me souviens bien, il y avait EBI à ce moment-là. Bien, EBI est toujours un partenaire important. Le musée est toujours à la recherche de gens pour l'aider, parce que c'est un musée à but non lucratif. Bon, d'accord. Et c'est pas un musée qui est financé par le gouvernement. Les gens pensent, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est un musée privé. La famille Villeneuve nous prête les pièces, tout ça, mais c'est vraiment les gens de Berthier qui font marcher ce musée-là. Et des gens qui aiment la course, des passionnés de course qui nous aident. Mais chaque année, on a besoin d'aide. On organise un tournoi de golf, on organise un banquet bénéfice l'automne, en octobre-novembre. On vend des produits dérivés et on en arrive maintenant au livre, qui est un de ces produits-là pour faire des fonds pour le musée. Justement, c'est un fonds pour le musée. Là, justement, on va parler du livre, parce que quand même, j'aimerais quand même prendre un petit... parce que Alain a été échevin, pas échevin, mais conseiller municipal pendant un X nombre d'années. Il s'est impliqué au niveau touristique, parce que je donne un exemple. Pendant que vous étiez échevin, vous êtes occupé du dossier Berthierville, village relais. Entre autres, oui. Vous avez au niveau de la Chambre de commerce, vous avez justement, au niveau de la Chambre de commerce, vous avez justement, je pense que c'est la Chambre de commerce avec l'hôtel, avec la ville de Berthierville, qui a fait en sorte que Berthierville soit à un moment donné reconnu village relais. Vous avez été président des optimistes. Oui, une année, oui. L'optimiste. Ensuite, puis là, depuis 1994, vous êtes directeur général du Musée de Villeneuve. Ça, à un moment donné, c'est une affaire. Le musée Gilles Villeneuve, c'est de la passion. Ouais. En 1994, j'étais toujours au journal. Oui. Puis là, j'avais demandé à mon patron, parce que je savais qu'on voulait grossir le musée, j'avais demandé un congé sabbatique d'une année. Oui. J'ai dit, je vais voir si ça va fonctionner. Au pire, si ça ne marche pas, je reviendrai. Puis finalement, il avait décidé de ne plus donner de congé sabbatique. Fait que j'ai remis ma démission. Puis j'ai dit, je plonge dans ce projet-là. Et le musée existe maintenant depuis 25 ans.
Et puis, avant d'aborder le livre en question, vous avez été, tu as été quand même copropriétaire. Ça s'appelait le pôle position, le garage. Oui, c'est le. Ben, nous autres, dans beaucoup de projets, mon épouse, Danielle, on s'appuie l'un l'autre. Là, elle s'occupe de CTRB, entre autres, depuis quelques mois. Donc, je lui donne un coup de main au niveau de l'information ici, de façon bénévole. Mais ce que je veux dire, c'est elle aussi fait la même chose. Elle m'aide au musée. Et à un moment donné, il y a eu une opportunité sur le bord de l'autoroute. Évidemment, ça s'est développé. Et après le Ultramar et le SO, Petro-Canada a ouvert un poste d'essence avec un dépanneur. Ouais. Et on a formé une entreprise qui s'appelait Services Pôle Position. On reste dans la course, là, Exactement, dans le domaine de la oui. course. Et Daniel s'occupait de la station, gérait la station au quotidien. Puis moi, je participais aux réunions, tout ça, avec les gens de Petro-Canada, tout en ayant mon autre emploi. Mais on aime ça s'impliquer dans notre communauté, partir des affaires, essayer de regrouper les gens ensemble. Exact. C'est un peu ça qu'on veut faire. Puis donner une couleur locale. Tu sais, on peut avoir un Petro-Canada sur le bord de l'autoroute, en tout cas, nous autres, c'était notre vision, mais avec une couleur locale. Wow. Puis pas juste pour les gens de Berthier. Les gens de Montréal qui arrêtaient voyaient qu'on était un peu différent des autres stations. Fait que c'est ça qu'on a essayé toujours de faire et qu'on essaie toujours, parce qu'on aime beaucoup Berthierville et sa région. D'accord. Mais c'est ça, c'est cet aspect peut-être un peu original que vous avez fait, en fait, que vous avez gagné un prix. Là aussi, on avait été, je pense que c'est à la fin de la première année, au début, là, Ouais. par nos particularités, on Ouais. avait remporté le prix du président là, pour la région. Pour la région. Et donc, on s'était démarqué là, au niveau de la Naudière, et même, je pense, plus grand, là, au niveau de la grande région de Montréal, par les actions qu'on faisait au niveau du marketing et de la promotion. Là. D'accord. Maintenant, on va vraiment revenir au livre. Oui. Là. Ce livre-là, il y a eu des livres quand même, plusieurs livres qui ont été écrits sur Gilles Villeneuve. Oui. Maintenant, en quoi ce livre-là diffère? Ben, je pense que l'histoire de Gilles, en gros, on la connaît. On sait qu'il a fait de la motoneige, il est arrivé chez Ferrari, puis à un moment donné, le 8 mai 82, bien, il y a un accident. Ouais. Lors des essais, Gilles décède. Bon, les victoires, il y en a 6. C'est pas un palmarès incroyable. C'est la façon dont ça s'est passé qui est incroyable. Et ça, c'est raconté en anglais, en français, en toutes sortes de langues, partout dans le monde, dans plusieurs livres. Et évidemment, la F1, c'est un sport de photos, d'images. Il y a beaucoup de photos, tout ça. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai divisé mon livre en 12 chapitres. 12, parce que quand Gilles gagne à Montréal la première fois, sur son auto, il y a le numéro 12. Ah bon. Dans le livre, on retrouve 27 photos de la collection du musée et de ma collection. Et c'est le numéro de son auto. La dernière, 27. Ah bon. Je garde un petit focus là-dessus. Exact. Et fait que donc, ces choses-là sont importantes pour moi. Et en plus, j'ai réussi, ça, je n'étais pas sûr au début, mais le livre a 82 pages. Gilles est décédé en 1982. Fait qu'on joue ces chiffres un peu, et parce qu'il y a beaucoup de statistiques en F1, fait que j'ai fait exprès là, pour essayer de m'aligner là-dessus. Mais les chapitres, à part le milieu du livre, qui est un résumé de la carrière, parce que si quelqu'un n'est pas au courant, qu'il sache quand Gilles a commencé, comment ça s'est passé. Mais les 11 autres chapitres, c'est 11 histoires qui ont un rapport avec moi et Gilles, avec le musée et l'histoire de Gilles. Il y a toujours quelque chose entre Gilles, le musée et moi là, qui relie ces choses-là. Et le plus important, c'est que je voulais faire découvrir Gilles d'une autre façon. T'sais, on sait que c'est un champion de course automobile, mais par les histoires, vous allez voir que c'était plus que ça. C'était un vrai passionné. Et lorsqu'on pouvait parler de course jour et nuit à Gilles, il en mangeait. Il n'était pas juste bon sur la piste, il en mangeait. C'était un peu ça. Fait que c'est au fil d'anecdotes que je résume par chapitre que je pense que ça nous permet de voir la vraie nature de ce bonhomme-là. De ce bonhomme-là. Bon, ça, donc, c'est également, comme tu disais tout à l'heure, c'est une façon d'aider le musée à progresser, à continuer sa vocation, mais à progresser. Donc, je sais que là, ici, donc les gens l'achètent parce que c'est un livre électronique. Hein, c'est un livre numérique, comme on dit. Présentement, il est sur une superbe, belle petite clé en forme de Formule 1 dans un boîtier de collection. Oui.
C'est une édition qui est limitée à 270 copies. Oui. Ça se vend à 40 $. Juste la clé tout seul, vous l'acheterez, c'est le prix de la clé. Ah bon. Dans la clé, quand vous le mettez sur votre ordinateur, vous avez un livre. Vous pouvez tourner les pages avec votre souris. Là, c'est assez phénoménal. Ouais. Vous avez la version française, la version anglaise sur la clé. Oui. Et vous avez aussi, là, vous avez la version pour les PC et la version pour les Mac. Vous avez tout ça sur la même clé pour 40 $. Tous les fonds, moi, je prends 0, je donne tout au musée. Exact. Tous les fonds, le 40 va au musée pour aider à ce que ça continue. Ça continue, effectivement. Ça fait 25 ans, il y a des années, comme l'an passé, on a eu un petit peu plus de misère. On a besoin d'aide des fois, puis c'est une belle façon. Puis en plus, c'est un super beau cadeau, à lire ou à donner à quelqu'un. C'est un beau produit, une belle petite clé dans une étui. Éventuellement, peut-être au cours des prochaines semaines, des prochains mois, le livre sera en vente de façon numérique aussi sur style larchambault.ca ou peu importe, via des librairies électroniques. Et on se croise les doigts. On espère que nos amis italiens vont nous aider parce qu'on attend de l'aide pour la traduction en italien. On aimerait que ce livre-là aussi soit vendu en Italie. Peut-être même en septembre prochain, lors du Grand Prix de Monza en Italie. Là, ça serait merveilleux. Ça serait bien. En tout cas, tout ça fait qu'on espère que ça va aider à faire des sous pour le musée pour qu'on puisse continuer à perpétuer le souvenir de Gilles. Donc, en t'entendant parler, tu as une passion pour ça. Je sais qu'à chaque année, le musée se retrouve au grand, à la piste Gilles Villeneuve, quand il vient le Grand Prix de Montréal, que là, le musée se retrouve là, puis donc, tu as une passion là-dessus. Ben, tu sais, je veux dire, on pourrait... tu sais, il y a des gens qui c'est drôle, ils disent « Hey, c'est le fun, tu passes le week-end à Montréal pendant le Grand Prix. » Moi, je vois pas la course. Je vois à peu près un petit bout de course, parce qu'on a un kiosque, on vend des souvenirs, on veut faire des fonds pour le musée. L'important, c'est d'aller chercher des revenus pour le musée, parce qu'on n'est pas subventionné. Fait que tout ce qu'on fait, il faut que ça rapporte au musée, il faut que ça aide le musée à vivre, à payer l'électricité, l'hypothèque, etc. Donc, ça nous prend des sous, ça nous prend... donc, on essaie de maximiser... je passe le week-end là, mon épouse vend avec moi, ma fille vend avec moi, on est des passionnés dans notre famille, on a des gens qui viennent nous aider. Et personne n'est payé pendant qu'il est là. Tout le monde fait du bénévolat, puis on essaie de lever des fonds pour le musée, que ça continue. C'est un peu ça. Fait que c'est un gros événement à Montréal. Pour nous, là, évidemment, et on est content que le Grand Prix est signé pour 10 autres années. Pour 10 autres années. Ça nous fait un petit soulagement. C'est ça. Puis le livre est un super beau produit parce qu'en plus, la mission d'un musée, c'est de perpétuer le souvenir de Gilles. Là. Exactement. Fait que le livre va carrément dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Est-ce que tu as d'autres projets reliés un peu, là où tu parles du livre, tu parles éventuellement de traduction en italien. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu nourris au sujet de Gilles Villeneuve? Bon, on en a d'autres, mais tout est une question de financement. Puis là, on est à une étape où il faut avoir des fonds pour poursuivre ce qu'on fait avant de développer d'autres choses. On a des situations à rétablir, des partenaires à aller rechercher ou à aller chercher. Et c'est important là, pour la continuité du musée de régler ces choses-là avant de développer d'autres choses. Alors que, contrairement à ça, le produit du livre est comme en parallèle. On peut le pousser tout en continuant à travailler le quotidien au musée. Puis c'est quand même quelque chose qui c'est un produit qui peut se vendre facilement, se vendre bien. Les gens qui viennent au musée, les visiteurs, là, ça vient chaque année d'environ 30 pays différents. Fait qu'en plus, un gros livre emmené dans une valise, c'est pesant. Une clé USB, ça pèse rien. Fait que c'est une des raisons pourquoi on voulait aller dans cette optique-là. Bon, est-ce que... Donc, le musée, là, on va s'éloigner de ça. Mais est-ce qu'il y a des activités au musée cet été? Là, on est en train d'organiser, c'est pour le mois d'août, les 23, 24 et les 2 jours avant, ça va être comme un prélude à
C'est le mondial de l'auto 2014. Oui, oui. Fait qu'on va, entre autres, parler du livre là, dans cet événement-là. Je vais avoir un petit événement là, qu'on veut faire pour faire la promotion rappeler, du livre. faire la promotion du livre. Mais on invite les clubs automobiles à visiter, à venir chez nous Exact. pendant ce week-end-là. On aura déjà, il y en a plusieurs là, qui ont confirmé. Les Club Ferrari sera là. Le club des petites Smart, les petites voitures ouais. Smart. On parle des Miata, des Fiat. J'en ai d'autres qui vont s'ajouter. Fait que c'est un peu un événement. On veut rallier Berthierville, qu'on le veuille ou pas, là, Berthierville est lié à Gilles Villeneuve. Effectivement, oui. OK? On s'en va ailleurs dans le monde, on s'en va en Italie. Là, Oui. puis si on a connu Gilles Villeneuve, on a quasiment une vedette. Là. On est dans Puis ça fait 30 quelques années là, que Gilles n'est plus là. C'est incroyable. Donc, tu sais, les gens connaissent Berthierville à cause de Gilles Villeneuve. Donc, fait que ça, c'est important. On est liés. Fait que nous autres, on s'est dit, pourquoi pas profiter de ce lien-là et de faire de quoi pour développer Berthierville, attirer des gens chez nous liés à l'automobile. Fait que c'est, je pense que c'est un beau lien naturel. On va se servir du terrain du musée. Puis si vraiment on a de la demande de clubs qui veulent venir, puis sont nombreux, éventuellement, on voudrait que dans quelques années, tout le bord de la rue Gilles Villeneuve, soit une exposition d'auto. En tout cas, cette année, on verra la réponse, mais déjà, on a donc, ça pourrait s'étendre sur nos voisins de gauche ou nos voisins de droite pour faire une exposition d'envergure. En tout cas, j'attire l'attention de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, une clé USB, ça s'appelle Gilles Villeneuve. Jamais oublié. Jamais oublié. C'est ça. Ça, c'est en français et en anglais. C'est 40 $ pour venir de 270 exemplaires. Donc, si vous voulez avoir la vôtre, commandez le plus tôt possible. Fait que je te remercie infiniment d'avoir pour cette entrevue-là. Et j'espère que toutes les initiatives, que ce soit le livre ou toute autre activité au musée, connaissent un grand succès. Fait que merci beaucoup, Alain. Au plaisir. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, l'émission tire à sa fin. Je tiens à remercier mes deux invités, Alain Bellemare et Claude Daignon. Je tiens à vous remercier d'être fidèles à nos rencontres, à cette émission. Et je tiens à les remercier d'une façon quand même, d'une façon tout à fait particulière, notre technicien, Michael Chevrette, et également remercier le poste qui nous donne l'occasion justement de livrer cette émission, de faire en sorte justement qu'on puisse se rencontrer une fois par mois environ. Fait que je vous souhaite un excellent été, bonne lecture, et on se reparle soit fin août, soit au début septembre. Fait que merci beaucoup.